Je voudrais commencer cet exposé en essayant de combler un peu un manque du texte. Je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé à préparer et le texte et l'exposé, et en particulier Patrice Le Calvez, Frédéric Leroux et Nicolas Bourbaki. Alors, je vais commencer l'exposé en parlant pas d'homéomorphisme de surface, mais en essayant d'exposer un cas d'école qui est ce qui correspond à ce dont on va parler, mais en dimension 1. Et je dis que je vais parler de la dimension 1, mais en fait, je vais parler que d'un seul théorème, qui est le théorème de Charkovski. Je vais énoncer seulement la version simple du théorème. Donc ce théorème dit que si f est une application continue de R dans R, et si cette application possède un point 3 périodique, alors cette application possède un point de période n pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc l'existence d'un point périodique de période 3 force l'existence de points périodiques de toutes les périodes entières. Et puis, je vais faire une preuve rapide qui nous donnera une idée de ce qu'on peut attendre en dimension supérieure. Donc j'ai un point périodique de période 3, je l'appelle x0, et puis je note ses itérés x1 et x2, sachant que f de x2, ça vaut x0. Et puis je vais faire un dessin de ce qu'on a. Donc j'ai x0, x1 et x2. Alors je les mets dans ce sens-là, mais ça ne change rien pour la preuve, quitte à faire des permutations ou à composer à gauche et à droite par x donne moins x. On peut se ramener à ce cas-là. Et puis je sais que f de x0 c'est x1, f de x1 c'est x2, et f de x2 c'est x0. Donc je trace le graphe de ma fonction, et ça va faire un truc comme ça. Et puis je considère les intervalles. Le premier, ça va être I0, qui va être l'intervalle ouvert x0, x1. Et puis I1, c'est l'intervalle ouvert x1, x2. Donc j'ai mes deux intervalles ici. Je vais essayer de mettre de la couleur, je ne sais pas si ça se voit très bien. Donc ici, j'ai I0, et puis ici, j'ai I1. Et je regarde leurs images. J'applique bêtement le théorème des valeurs intermédiaires. Donc l'image de I0, ça va être un intervalle, ici. Et puis l'image de I1, je vois que ça contient à la fois x2 et x0, donc ça va ressembler à un truc comme ça. F de I1. Donc, j'ai cette relation-là. Je sais que f de I0 contient I1 et que f de I1 contient à la fois I0, I1. Donc, si je définis la relation sur les intervalles I va vers J si f de I contient J, alors je peux tracer le graphe suivant. J'ai I0, j'ai I1, et je sais que f de I0 contient I1, et f de I1 contient à la fois I1 et I0. Et puis cette relation flèche, elle a une forme de transitivité. Si f de I contient J et f de J contient K, alors f carré de I contient K. Et puis j'ai aussi, donc je l'écris, transitivité.
Et puis j'ai une autre propriété, c'est que si I va vers I, alors j'ai un point fixe de F dans l'adhérence de I. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour l'instant, je n'ai pas dit grand-chose, mais ça, si je peux le traduire en termes symboliques. Donc si je me donne sigma, l'ensemble des mots admissibles, en 0, 1. Donc ça va être inclus dans 0, 1 puissance n. Et un mot est admissible si j'ai une trajectoire dans mon graphe qui me donne ce mot. Par exemple, le 0, 0 n'est pas admissible, mais 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, etc. est admissible. Et je vais avoir une application que je vais noter H, qui va de l'ensemble... Alors, je vais d'abord définir lambda. Lambda, c'est l'intersection pour n supérieur ou égal à 0 des f moins n de I1, I0 union I1. Et je vais avoir une application donc j'ai mon application f qui va de lambda dans lambda. Et puis j'ai une projection H définie par le fait que f puissance i de x appartient à l'intervalle i h de x i. Donc h de x, c'est un mot en 0 et en 1. Et le ième itéré de f appartient à i indice la ième lettre de h de x. Et ce que je viens de dire là sur la transitivité me dit que cette application H est surjective. Dans le domaine symbolique, la dynamique de f correspond à une dynamique de shift. Donc on a un décalage sur l'ensemble des lettres. Donc ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de trouver un sous-ensemble de R sur lequel la dynamique est au moins aussi compliquée que le décalage sur l'ensemble de mes mots admissibles. Et le décalage sur l'ensemble des mots admissibles, on connaît sa dynamique et c'est une dynamique assez complexe. En particulier, on sait qu'il y a des périodes de n'importe quelle période, il y a des points périodiques de n'importe quelle période entière. Par exemple, si je fais 1, 1, 1, 1, 1, 0. J'obtiens tous les points périodiques de cette manière-là. Et la deuxième remarque sur les points périodiques, sur les points fixes, me dit que si j'ai un point périodique pour le décalage sigma, je vais avoir un point périodique de même période correspondant pour f. Donc je vais retrouver mes points périodiques. En particulier, puisque sigma a la propriété d'avoir la croissance exponentielle du nombre de points périodiques, je vais avoir la même propriété pour f. Pour ceux qui savent ce que c'est aussi, sigma est d'entropie topologique positive, et je vais avoir la même propriété pour f. Donc ce que je viens de dire, c'est que, bon, à la fois, d'une part, j'ai démontré le théorème de Charkovski, mais j'ai aussi démontré que l'entropie de f était positive et qu'on avait des propriétés de chaos. Alors quand on a ce genre de choses, on va dire que f possède un fer à cheval, et donc je vais définir ce qu'on entend par fer à cheval topologique. Donc on prend X un espace localement compact, F qui va de X dans X, donc ça va être un homéo de X. Donc j'ai un homéomorphisme de X, et j'ai Y inclus dans X qui est compact. On dit que Y est un fer à cheval
topologique s'il existe un espace topologique Z compact, tel que, on est le diagramme suivant. Donc j'ai une application G qui va de Z dans Z, un homéomorphisme. Et cette dynamique va se projeter sur ma dynamique F. Alors j'ai oublié, il existe R supérieur ou égal à 1. Donc en fait, la propriété est vraie pour un itéré. Donc ça va de Y dans Y. Et puis là, j'ai une deuxième projection sur l'application de décalage sur un alphabet à Q éléments. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais au-dessus, parce qu'au-dessus, j'avais une dynamique non inversible. Là, j'ai une dynamique inversible. Et du coup, j'ai une application de décalage sur l'alphabet puissance Z, alors qu'au-dessus, je l'avais sur l'alphabet puissance N. Et puis, j'ai deux propriétés sur ces surjections continues. Alors, ici, c'est le décalage. J'ai deux propriétés. La première, c'est que là, on retrouve les points périodiques. Donc si j'ai un point périodique pour l'application décalage, je vais trouver un point périodique pour G de la même période. Et puis ici, les fibres sont uniformément bornées. Donc c'est en quelque sorte les hypothèses minimales pour lesquelles on va retrouver les propriétés qu'on avait dans le théorème de Charkovski pour un homéomorphisme. Donc en particulier, si je trouve ce genre de choses pour mon homéomorphisme, je vais avoir croissance exponentielle du nombre de points périodiques et la positivité de l'entropie topologique. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais on a des exemples très concrets de ce genre de choses. Et donc l'exemple, c'est l'exemple de fer à cheval, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval de Smale, en dimension 2, qui est la chose suivante. Donc j'ai un carré comme ça, je vais essayer de prendre des couleurs, je ne sais pas si ça va se voir. Un rectangle, et ce rectangle est envoyé de manière topologique sur quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un fer à cheval, parce que ça a une forme de fer à cheval. Et donc pourquoi on a ce genre de propriété pour le fer à cheval? Donc je vais refaire le même dessin, mais avec une intersection plus simple. Alors, faut que je dise ce que c'est. Le carré, je l'appelle R, et ça, donc le fer à cheval, c'est F de R. Donc si l'image du carré, c'est ce truc en forme de fer à cheval, j'ai un fer à cheval topologique. Alors pourquoi j'ai ça? Si l'image d'un rectangle est comme ça, donc si ça c'est R et si ça c'est F de R, ce truc-là est appelé intersection markovienne. Et on a la même propriété qu'au-dessus. On a des propriétés de point fixe, c'est juste un théorème d'indice, et on a des propriétés de transitivité. On peut enchaîner les intersections markoviennes. Et donc si un rectangle a deux intersections markoviennes avec lui-même, on retrouve le même graphe que ce qu'on avait au-dessus, et on se retrouve avec quelque chose de ce type-là, un fer à cheval topologique. Donc l'idée de la théorie de forçage de Le Calvez et al. En dimension 2, c'est de trouver des conditions qui assurent l'existence de ce genre de configuration. Et à partir de ces conditions, on va essayer de... Alors déjà,
Ça va nous dire quelles dynamiques vont être avec des sphères à cheval topologiques, donc d'entropie topologique positive. Et puis si on prend les choses dans l'autre sens, ça va permettre de classifier les dynamiques sans fer à cheval topologique. Alors, vu que c'est... je ne présente pas vraiment un théorème, mais une théorie. C'est une théorie qui a beaucoup d'applications, et notamment dans les 2 articles de Le Calvez et al. qui sont sortis. Il y a en tout, j'ai compté, 25 applications. Donc, je ne vais pas faire la liste de toutes ces applications aujourd'hui. Mais je vais juste en donner une qui me semble intéressante. Une application de cette théorie. Alors, je peux peut-être faire ça. Ouais, justement, on n'en parle plus de l'application après. Donc voici le théorème. Donc je prends un homéomorphisme de la sphère et que je suppose homotope à l'identité, donc ça veut juste dire qu'il préserve l'orientation. Et puis je suppose qu'il est sans fer à cheval topologique. Sans fer à cheval topologique. Et puis j'ai une hypothèse de récurrence des points qui est que l'ensemble non errant de f, c'est S2. Donc c'est une hypothèse de récurrence faible. Et cette hypothèse-là me dit que l'ensemble des points récurrents, c'est-à-dire les points dont l'orbite revient arbitrairement proche du point de départ, cet ensemble de points récurrents est dense dans la sphère. La conclusion, c'est qu'il existe une famille de sous-ensembles disjoints, 2 à 2 disjoints, tels que, première propriété, A alpha, les alphas sont des anneaux invariants par F. Donc ce sont des sous-ensembles de la sphère. Des anneaux invariants par F, sans point fixe, maximaux pour l'inclusion. Deuxième propriété, c'est que l'union des alphas est dense dans la sphère. Et puis la troisième propriété, c'est que si j'ai un point qui n'appartient pas à l'union des alphas, alors son ensemble oméga limite est inclus dans l'ensemble des points fixes de F. Donc ça, c'est l'ensemble des points d'accumulation de l'orbite. Positive. On a la même propriété pour l'alpha limite qui est l'ensemble des points d'accumulation de l'orbite négative. Donc les points qui ne sont pas dans l'union des anneaux, leur dynamique est asymptotiquement triviale puisqu'ils vont aller vers des points fixes. Anneau, c'est qui est homéomorphe à... Anneau, c'est qui est homéomorphe à un anneau ouvert. Donc ça, c'est un théorème de classification des homéomorphismes de la sphère sans fer à cheval topologique tel que oméga de f égale S2. Alors, il y avait déjà eu des résultats dans ce sens par Franks et Handel.
en régularité en particulier, enfin, les résultats de Frank Sendel réclamaient une régularité C infinie qu'on n'a pas, c'est une hypothèse qu'on n'a pas ici. Donc voilà une application qui me semblait intéressante. Alors je vais passer au vif du sujet et parler de la théorie de forçage. Mais avant de parler de la théorie de forçage à proprement parler, il faut que je fasse un petit peu de prérequis et je vais parler de théorie de Brouwer. Donc je définis ce que c'est qu'une droite. Excusez-moi. En fait, c'est une droite topologique, donc c'est un plongement propre de R dans R2. Donc quand je dis droite, c'est pas un truc droit, ça peut être un truc court. Et donc si je prends un homéomorphisme du plan qui préserve l'orientation, je dis que D est une droite de Brouwer si l'image du côté droit, alors je l'ai noté comme ça pour reprendre les notations de l'article, de D est inclus dans le côté droit de D. Et il faut que je prenne une adhérence pour que ça marche bien. Donc l'image qu'il faut avoir en tête, c'est ça. Donc j'ai D, et puis j'ai F de D qui est envoyé sur la droite, sur le côté droit de la droite. Alors par convention, ici, le complémentaire d'une droite est composé de deux composantes connexes ouvertes. La composante de droite, je l'appelle le côté droit, et la composante de gauche, je l'appelle le côté gauche. Donc pour moi, la gauche et la droite sont ouvertes. Et puis le théorème de Brouwer, il me semble que c'est 1912, donc c'est un petit peu vieux, dit que si j'ai un homéomorphisme du plan sans point fixe, alors, par tout point, passe une droite de Brouwer. Alors, je passe tout de suite à un corollaire immédiat de ce théorème qui me dit que si j'ai un homéomorphisme qui possède un point périodique, alors il possède un point fixe. Alors c'est complètement immédiat. Il suffit de faire la contraposée. Si je n'ai pas de point fixe, alors je n'ai pas de point périodique. Pourquoi ça? Si je n'ai pas de point fixe, je peux appliquer le théorème de Brouwer. Par tout point passe une droite de Brouwer. Donc je prends un point X, et puis son image est envoyée sur le côté droit de D. F de X est par là. Mais le côté droit de D est positivement invariant. En particulier, l'orbite de X ne va jamais pouvoir revenir vers la gauche. Et donc, je ne peux pas revenir sur X, et donc je n'ai pas de point périodique. Donc ça, c'est un très joli théorème, vraiment non trivial, qui a plus d'1 siècle, mais on peut chercher à l'améliorer.
va pas s'arrêter en si bon chemin. Et c'est quelque chose qui a été fait par Patrice Le Calvez. Donc je vais donner l'énoncé, mais avant l'énoncé, il faut que je définisse quelques petites choses. Donc je prends I, une isotopie, c'est-à-dire un chemin dans le groupe des homéomorphismes, un chemin continu. Et puis cette isotopie, je la note FT. L'ensemble des points fixes de l'isotopie, c'est l'ensemble des points qui sont globalement fixés par l'isotopie. Donc c'est le point dont l'orbite par l'isotopie reste fixe. Et puis le domaine de l'isotopie, c'est le complémentaire. Première définition. Et puis, de quoi d'autre j'ai besoin? Je prends F, un feuilletage sur une surface S. Je vais noter phi ces feuilles et à tout x appartenant à S, je vais associer phi x appartenant à F au feuilletage tel que x appartienne à phi x. Donc phi x, c'est la feuille qui passe par x. Et si gamma est un chemin qui va de 0,1 dans S, je dis que gamma est positivement transverse au feuilletage si pour tout t dans 0,1. Alors, gamma de T1 est inclus dans la droite de phi gamma de T. Alors, ouais, voilà, phi gamma de T. Et gamma de 0T est inclus dans la gauche de phi gamma de T. Et là, vous allez me dire, mais la surface, c'est pas le plan. Donc, en fait, il faut tout faire au revêtement universel. Donc si j'ai un feuilletage sur une surface, ce feuilletage, si ce feuilletage n'est pas singulier, alors la surface, ça ne peut pas être la sphère. Donc le revêtement universel, c'est soit R2, soit H2, mais H2 c'est homéomorphe à R2, donc je peux toujours dire que c'est R2. Donc le revêtement universel, à chaque fois que j'aurai une surface, ça va être R2. Et je dis que gamma est positivement transverse à F si, au revêtement universel, le relevé de gamma traverse les feuilles de la gauche vers la droite. Donc ce qu'il faut s'imaginer, c'est que j'ai un feuilletage comme ça, et puis gamma va de la gauche vers la droite. R c'est la droite et D c'est la gauche. R c'est la droite et L c'est la gauche. Qu'est-ce que j'avais écrit là? Il n'y avait que R? Bon, bah, voilà. L, c'est la gauche. Et puis maintenant, je peux énoncer mon théorème. Donc mon théorème me dit que si j'ai une surface, n'importe laquelle, et j'ai F un homéomorphisme homotope à l'identité dans cette surface. Donc c'est ça, le 0, c'est homotope à l'identité. Alors, premier résultat, et ça c'est un résultat de Béguin
Peut-être que je cite Jolland avant. Jolland, puis Béguin, Crovisier, Leroux. Et ce résultat me dit qu'il existe une isotopie. Alors vous imaginez bien que le résultat, c'est pas il existe une isotopie. En fait, leur résultat, c'est il existe une isotopie qui me permet de dire la suite du théorème. Alors je suis un peu en train de vous arnaquer parce que ce résultat-là est postérieur au deuxième théorème. Mais ça marche. Deuxième théorème, qui est en fait on peut dire le nœud du problème, qui est le résultat de Patrice, qui dit qu'il existe un feuilletage F sur le domaine, où est-ce que je l'avais noté? Ici, sur le domaine de I, tel que tout point du domaine de I, pour tout point, il existe gamma un chemin à valeur dans le domaine. Homotope à extrémité fixe. À la trajectoire de Z par l'isotopie. Alors, je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais ce chemin, en fait, on l'appelle parfois I indice F de Z. Donc, homotope à extrémité fixe dans le domaine. Alors, que me dit ce théorème? Il me dit, il existe une isotopie, hein, il existe un feuilletage sur le domaine de I, tel que, quitte à faire une homotopie sur les trajectoires de l'isotopie, les trajectoires traversent les feuilles de la gauche vers la droite. Donc, à la dynamique de mon homéomorphisme F, j'ai, en un certain sens, associé une dynamique continue dans l'espace des feuilles. Donc, ça va être ça le jeu de la théorie du forçage. Je commence par un homéomorphisme sur lequel je suppose quelques propriétés, et je traduis ces propriétés en termes de dynamique sur les feuilletages, enfin de trajectoire dans les feuilletages. Ces trajectoires dans les feuilletages, dans certains cas, vont me créer de nouvelles trajectoires dans le feuilletage, un peu comme ce qu'on avait pour Charkovski. Et ces nouvelles trajectoires, en fait, je vais pouvoir les retraduire en termes de dynamique de mon homéomorphisme. Là, le chemin gamma, il est homotope à I de Z et transverse au feuillage. Tout à fait, sinon j'ai rien dit. Et F transverse. Alors, j'en étais à numéro 4. Donc maintenant, je vais essayer d'expliquer comment apparaissent les fers à cheval. Pardon? Alors, S, ça peut être la sphère, mais le domaine de l'isotopie ne va plus être la sphère. Et quand on relève au revêtement universel, on est dans R2. Mais oui, bien sûr, S peut être la sphère. C'est pour ça que le théorème s'appliquait dans l'application qui est cachée.
Oui, c'était sous-entendu. Mais on ne peut pas faire que les autopiles elles-mêmes soient transverses au feuillage, il n'y a pas de... Je sais pas si ça marche. En pratique, ça change rien. Ça change rien. Alors, je commence par une définition. Donc un chemin est admissible d'ordre n. Alors sur S, alors je ne vais pas le mettre dans S, je vais le mettre dans le domaine. Donc je me place dans les hypothèses du théorème du dessus. Ah oui, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que le théorème qui est là-haut contient le théorème de Brouwer. Puisqu'en fait, le feuilletage, là, tel qu'il est, c'est un feuilletage en droite de Brouwer. Donc si je relève ça au plan, j'ai un feuilletage du plan par des droites de Brouwer pour le relevé de F. Donc c'est un théorème qui est beaucoup plus fort que le théorème de Brouwer qu'il y avait à gauche. Donc un chemin est admissible d'ordre n si f tilde puissance n, c'est pas ça, gamma f tilde puissance n de phi tilde gamma de 0 intersecte phi tilde gamma de 1. Donc j'ai deux feuilles, j'ai phi tilde gamma tilde de 0, phi tilde gamma tilde de 1. J'ai mon gamma qui va d'une feuille à l'autre. Et je dis que c'est admissible si l'image de cette feuille rencontre celle-là. Par exemple, comme ça. Première définition. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de traduire la dynamique de F dans mon espace des feuilles. Et puis, on dit que gamma 1, gamma 2, qui vont de 0,1 dans R2, ont une intersection F transverse Alors je suis désolé, c'est un petit peu pénible dans ce cas-là, il y a deux notions de transversalité. Il y a un chemin est transverse aux feuilles et deux chemins ont une intersection transverse. Et ce n'est pas du tout la même chose. On dit que gamma 1 et gamma 2 ont une intersection F transverse si j'ai le dessin suivant. Alors, gamma 1 et gamma 2, ils vont devoir s'intersecter. Donc là, j'ai gamma 1 de 0, gamma 1 de 1. Et puis là, j'ai gamma 2 de 0, gamma 2 de 1. Et puis je dessine les feuilles. J'ai cette feuille-là qui passe par l'intersection. Et j'ai les feuilles qui passent par gamma 1 de 0, gamma 1 de 1, etc. Et je dois avoir cette configuration. Alors bien sûr, les feuilles sont orientées, ou si on veut co-orienter. Et la co-orientation, là, elle est définie par le sens de gamma qui traverse les feuilles de la gauche vers la droite. Donc ici, les feuilles sont orientées comme ça. Enfin, elles sont co-orientées comme ça. Et donc intersection F transverse, ça veut dire que
la feuille qui passe par gamma 1 de 0 est au-dessus de la feuille qui passe par gamma 2 de 0 relativement à la feuille du milieu. Ça, c'est une notion qui est bien définie. Et la même chose à droite. Et la proposition fondamentale de la théorie du forçage, c'est que cette configuration me force l'existence de nouvelles orbites. Donc la proposition me dit la chose suivante. Si gamma 1, gamma 2, qui vont de R2, ils vont plutôt de 0,1 dans R2, sont F transverse ont une intersection transverse. Donc entre les deux, on a ces trucs-là, et les deux chemins sont chacun transverse au feuilletage. Et sont chacun admissibles d'ordre NI. Alors il faut que je note certaines choses. Ici, je vais noter ça, gamma 1 de T1 égale gamma 2 de T2. C'est le point d'intersection. Alors, les chemins suivants sont admissibles. Gamma 1 restreint à 0, T1. Gamma 2 restreint à T2, 1. Donc, c'est la concaténation des deux chemins. Et l'autre concaténation, gamma 2 restreint à 0 T2, et gamma 1 restreint à T1, 1. Ces deux chemins sont admissibles d'ordre N1 plus N2. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que la dynamique dans l'espace des feuilles relative à F fait ce chemin-là et fait ce chemin-là. Donc, j'ai la création de nouvelles orbites, forcées par l'existence d'une intersection F transverse. Alors, je vais faire la preuve, parce que c'est quelque chose d'assez visuel. Donc je vais refaire le dessin, mais sans les chemins. Donc j'ai mes 4 feuilles. Et puis on va supposer que gamma 1 restreint à 0 T1, gamma 2 restreint à T2, 1, n'est pas admissible d'ordre N1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais donner des noms à mes feuilles. Phi A, Phi B, Phi C, Phi D. Si gamma 1 restreint à 0 T1, gamma 2 restreint à T2, 1 n'est pas admissible d'ordre N1, ça veut dire que l'image en temps N1 de phi A ne rencontre pas phi C. Mais par hypothèse, ce chemin-là est admissible d'ordre N1. Donc si je dessine l'image de phi A, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc ici, j'ai f à la puissance n1 de phi A. Alors l'hypothèse me dit que ça n'intersecte pas phi C, mais je sais aussi que ça n'intersecte pas phi B. Pourquoi? Parce que si j'avais une intersection avec phi B, je prendrais l'image réciproque en temps n1.
l'image réciproque du point d'intersection en temps n1, ça appartiendrait à la gauche de phi A. Mais puisque la gauche de phi B est aussi stable, ça appartiendrait aussi à la gauche de phi B. Et un point qui appartient à la gauche de phi A et la gauche de phi B, ça n'existe pas. Donc, la feuille l'image f puissance n1 de la feuille phi A ne rencontre ni phi B ni phi C. Par contre, ça rencontre phi D. Ça veut dire que ça sépare les feuilles phi B et phi C. Et puis maintenant, je vais dessiner l'image en temps n2 de la feuille phi B. Par la même propriété que tout à l'heure, qui disait que l'image de la feuille phi A ne rencontre pas phi B, l'image de la feuille phi B ne va pas rencontrer l'image de phi A. Et donc, l'image va faire un truc comme ça. Je sais par hypothèse que l'image en temps n2 rencontre phi C. Donc j'ai un truc comme ça. Donc ça, c'est f à la puissance n2 de phi B. Et là, je vois que ça me force une intersection entre f puissance n2 de phi B et phi D. Alors, f puissance n2 de phi B intersecte... non, f phi B intersecte phi D. Donc j'ai déjà trouvé une nouvelle intersection et donc trouvé un nouveau chemin admissible. Et puis je peux faire la même chose, mais en prenant l'image réciproque en temps n2 de phi C. Donc je vais refaire le même dessin, enfin le même, un dessin un peu différent. Donc là j'avais l'image en bleu. Donc c'est toujours la même chose. Ça c'est f puissance n1 de phi A. Et puis maintenant je vais dessiner l'image réciproque de phi C. f puissance moins n2 de phi C. Avec phi C qui est ce truc-là. L'image, par la même propriété que tout à l'heure, ce truc-là, ça ne rencontre pas ce truc-là. Mais vu que l'image réciproque f puissance moins n2 de phi C rencontre cette feuille-là, je n'ai pas le choix, je dois rencontrer la feuille f puissance n1 de phi A. Donc conclusion, j'ai aussi f puissance n2, f puissance moins n2 de phi C intersecte f puissance n1 de phi A. Donc ça me dit que f puissance n1 plus n2 de phi A intersecte phi C. Autrement dit que, eh ben j'en ai un des deux qui est admissible d'ordre n1 plus n2. Et puis dans le premier cas, ça me dit que l'autre il est admissible d'ordre n2. Mais c'est une propriété, enfin c'est pas très compliqué de démontrer que si on est admissible d'ordre n, alors on est admissible d'ordre m pour m plus grand que n. Simplement parce qu'on a des feuilles qui bloquent. Si j'itère encore la feuille bleue, en fait toute la feuille bleue ne va pas pouvoir rentrer dans la droite de phi D, donc côté droit de phi D, parce que c'est bloqué à la fois par phi C et par phi B. Et donc cette propriété-là est vraie pour des exposants plus grands que n2. Et puis, en fait, si c'est admissible d'ordre n1, on a déjà une propriété. Si l'autre n'est pas admissible d'ordre n2, on a le même genre de résultat. Et si les deux sont admissibles à la fois d'ordre n1 et d'ordre n2, eh ben on a déjà le théorème. Enfin, la propriété. Donc ce genre de petit raisonnement démontre la propriété qu'on a ici. Alors il me reste un peu de temps. Pour faire comme à l'exposé d'avant, un petit peu de prestidigitation. Et on va essayer de faire apparaître des fers à cheval.
Donc, le théorème dit la chose suivante. Supposons qu'il existe un élément du domaine de l'isotopie tel que... alors, c'est pas tel que... était un automorphisme de revêtement du domaine tel que I tilde puissance n de z et t I tilde puissance n de z, alors c'est des z tilde, ont une intersection F transverse. Alors I puissance n de z, c'est juste la concaténation des chemins donnés par l'isotopie en temps n. Donc l'isotopie me donne un chemin qui va de z à f de z, puis un chemin qui va de f de z à f carré de z, etc. Donc je peux concaténer ces chemins jusqu'au temps n et j'obtiens une isotopie en temps n. Donc je suppose que en fait, j'ai dans ma surface une auto-intersection transverse. Donc si j'ai ma surface qui ressemble à ça, et puis je vais avoir une trajectoire, par exemple, qui va faire un truc comme ça. Et mes feuilles qui ont une tête comme ça. Alors peut-être que je le fasse plus comme ça ici. Alors ça, c'est un dessin que je fais sur la surface, mais c'est proprement défini au revêtement universel. Donc si j'ai ce genre de configuration dans ma dynamique, alors F possède un fer à cheval topologique. Donc ça y est, je l'ai, ma condition pour avoir un fer à cheval topologique. C'est si j'ai une trajectoire qui fait ce truc-là dans l'espace des feuilles. Donc il y a une auto-intersection transverse. Alors je vais juste pouvoir donner des idées de preuve parce que la preuve, à proprement parler, est un petit peu compliquée. En tout cas, je vais donner une idée visuelle de la preuve. Donc, je vais dessiner mon intersection transverse un petit peu différemment. Je vais la dessiner comme ça. Donc ma trajectoire I tilde puissance n de z, elle va d'une feuille que je note phi tilde A. J'ai oublié les tildes, mais je suis dans le plan. Donc de phi A vers phi B. Et elle a une auto-intersection transverse. Donc là, ça va être T phi A. La trajectoire, je l'appelle gamma. Et là, je vais avoir T phi B. Et j'ai une trajectoire qui fait ça. Je ne me plante pas. Ça a l'air d'être à peu près ça. Hop. Donc ici, je vais avoir T moins 1 phi B. Ah oui, puis j'en ai une autre ici. Le tableau est presque pas assez grand. Donc là, j'ai gamma. Là, j'ai T moins 1 gamma. Et ici, j'ai T gamma. Alors, je vous passe les vérifications pour vérifier qu'on a bien ce genre de choses au revêtement universel. Mais on a ça. La proposition que j'ai dessus me dit que les chemins suivants sont admissibles. Donc là, vu que j'ai une intersection transverse, j'ai le droit de... c'est comme si j'avais
un croisement de chemin de fer, j'ai le droit de prendre le chemin que je veux. Donc j'ai le droit de faire ça. Donc ce chemin-là est admissible. Autrement dit, l'image de phi A par un certain itéré que je n'ai pas envie de calculer ici, intersecte t-1 phi B. Et puis j'ai la même chose, mais avec ce truc-là. Je peux concaténer ce chemin avec ce chemin. Et donc, je ne sais pas si c'est très utile ce que je fais, parce que je ne suis pas sûr que vous voyez très bien les couleurs. Mais ce chemin est lui aussi admissible, d'ordre que je peux calculer. Alors, maintenant que je sais ça, je vais refaire le dessin. Et on va essayer de voir apparaître le fer à cheval. Donc ici, je vais prendre phi B et je vais regarder l'image réciproque de phi B en un certain temps. Je sais que ce chemin-là est admissible. Donc l'image réciproque de phi B par un certain itéré de f va rencontrer phi A. L'image réciproque de phi B par un certain itéré de f va rencontrer... j'ai dit n'importe quoi. Ça rencontre t phi A ici. L'image réciproque de phi B rencontre t phi A. Ça rencontre aussi phi A. Et ça rencontre aussi t-1 phi A. Donc ici j'ai phi B, ici j'ai t phi A. Et ici j'ai phi A. Et ici j'ai t-1 phi A. Et donc l'image de réciproque de phi B... Excusez-moi. Ça fait un truc comme ça. Alors, on ne voit pas du tout la différence entre le bleu et le blanc. Donc ça, c'est f puissance moins un certain k de phi b. Et puis, je peux regarder son translaté par t-1. Donc ici, j'ai t-1 phi b. Et je vais dessiner t-1 f-k de phi b. Donc ça fait un truc comme ça. t-1 f puissance moins k de phi b. Et je regarde ce rectangle-là. Et puis, aïe aïe aïe. Faut que j'ai aussi t f puissance moins k de phi b qui va ressembler à ça. T f puissance moins k de phi b. Donc j'ai trois translatés que je vois ici. Et donc le translaté de ce rectangle, il va être ici. Alors maintenant, je prends l'itéré en tant k de ce rectangle. L'itéré en tant que k de ce bout jaune, c'est un bout de t-1 phi b. Donc ça va me faire un intervalle ici. L'itéré de ce bout bleu, ça me fait un bout de celui-là. Et puis, je sais que, comme tout à l'heure, l'itéré de ce bout blanc, qui est un bout de phi A, ne peut pas rencontrer phi A, ni aucun des translatés de phi A, puisque j'ai une intersection transverse, on a vu ça tout à l'heure. Et donc, ça va me forcer les images de ces deux bouts-là à passer au-dessus de t phi A. Si je passe au-dessus de t phi A, forcément, j'ai un truc qui ressemble à ça. Et donc, ce que je vois, c'est que ici, j'ai une intersection entre le translaté de ce rectangle-là et l'image
du rectangle. Et cette intersection est markovienne. Donc je viens de trouver une intersection markovienne entre un rectangle et son image en tant K, quitte à faire une translation. Alors, je peux le faire en prenant un itéré de plus. Donc si je prends un itéré de plus, je vais avoir deux intersections markoviennes. Et si j'ai deux intersections markoviennes, ça va me dire que je vais avoir un fer à cheval. Donc c'est comme ça qu'on construit le fer à cheval. Après, il faut vérifier que tout ce que j'ai dit en agitant les mains fonctionne bien. Donc il faut quand même vérifier des choses. Mais quand on le fait bien, on arrive à démontrer qu'on a un fer à cheval topologique. Je crois que mon temps est écoulé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, non. Qu'est-ce qui se passe avec un homomorphisme qui n'est pas isotope à l'identité? La théorie ne s'applique pas du tout. Parfois bon. Oui, non, par exemple, si on a un homéomorphisme du plan qui renverse l'orientation, on peut toujours prendre un itéré. Je pensais plutôt à un homéo d'une surface qui est genre... En fait, on sait que dans sa classe isotopie, par exemple, un pseudo-anosophe, on sait qu'il est pas quelque chose de très chaotique. Ouais, je sais pas si on peut faire marcher cette théorie dans le cas où on n'est pas isotope à l'identité. Si on est isotope à un pseudo-anosophe, il y a la théorie de Nilsson-Surton qui s'applique. Donc on a quand même des informations. Bon, a priori, ça s'applique uniquement aux dynamiques homotopes à l'identité. Il y a des applications un peu moins techniques, non, de abondance, etc. Un peu moins technique que l'application que j'avais donnée? Ah, c'est pas une application, ça. C'est le cœur de la théorie, c'est l'outil de la théorie. Je peux essayer de donner en 2 minutes une application en agitant les mains de ce truc-là. On a une théorie de la rotation sur le tore. Et en particulier, on peut définir un ensemble de rotation pour les homéos du tore, qui est l'ensemble d'accumulation des vitesses moyennes de rotation des orbites autour du tore. Donc ça donne un sous-ensemble compact convexe du plan, associé à chaque homéo du tore, homotope à l'identité. Et il y a un théorème qui date des années 91, de Libre et Mackay, qui dit que si cet ensemble de rotation a de l'intérieur, alors l'entropie topologique de l'homéo de départ est positive. Et ce truc-là, on peut le redémontrer avec ce théorème-là. Comment on fait ça? Donc, vu que, supposons que 0 est dans l'intérieur de l'ensemble de rotation, j'ai des orbites qui vont, dans R2, j'ai des orbites qui vont vers le haut et des orbites qui vont vers le bas. Des orbites qui vont vers la droite et des orbites qui vont vers la gauche. Donc j'ai une espèce de damier comme ça, et ça va me forcer les feuilles du feuilletage à être bornées. Et si les feuilles du feuilletage sont bornées, c'est très facile de trouver des intersections transverses. En fait, dès que les chemins s'éloignent assez, et que j'ai une intersection topologiquement transverse, alors je vais avoir une intersection transverse au sens des feuilletages. Et donc, ça va permettre de dire que je peux prendre ce chemin-là, par exemple. Il va être admissible, parce que là, c'est assez long, là, c'est assez long. Et vu que les feuilles sont bornées, je vais trouver une intersection transverse entre les deux trajectoires. Et j'ai un translaté de ce chemin qui est celui-là. Qui lui aussi est admissible. Et si j'ai pris les branches assez longues, je vais avoir une intersection transverse ici.
Et ça me dit que je suis d'entropie topologique positive. Donc on arrive à retrouver sans trop d'efforts ce résultat d'entropie topologique positive en utilisant ce théorème. On retrouve aussi le théorème de Franz Campbell que si on est transitif et qu'on n'a pas d'entropie, alors on se voit autrement. Si on est transitif et on n'a pas d'entropie... On retrouve sur la sphère. C'est une question ou c'est... Il y a une réponse en fait, oui. C'est pas ça ma d'autres questions. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est fort quand même, parce que dès qu'on a plusieurs nombres de rotation, il y a des hors-choux. C'est ça la leçon. L'argument que tu nous as expliqué, ça se terminait par l'existence je crois que tu appelais ça intersection markovienne, enfin un fer à cheval à une branche. Et puis tu disais qu'en décalant de 2 coups, en recommençant la même chose mais avec une translation de plus, on obtenait un vrai fer à cheval, Oui. j'ai à peu près compris. Oui. Et donc si ça a l'air aussi peu cher, on continue. Et est-ce que le concept de fer à cheval à K branche apporte quelque chose en dynamique, forcer des... Oui, parce que notamment, ça augmente l'entropie. Donc si on a K branches, un fer à cheval qui a 2 branches, l'entropie topologique, on sait qu'elle est minorée par log 2. S'il y a K branches, elle est minorée par log K. Et donc il y a une estimation qui est dans les papiers, qui dit que si on va assez loin, eh ben, on a une minoration de l'entropie qui fait ça. En fait, on force plus que des fers à cheval, on force... Oui. Donc si on a des hypothèses un peu plus fortes, donc si on est admissible... S'il n'y a pas d'autres remarques, je pense qu'on peut remercier Pierre-Antoine.